Aujourd'hui, dans Kamel sans filtre, je reçois un homme qui marque de son empreinte l'écosystème tech luxembourgeois. Christophe Bianco, fondateur d'Excellium, l'une des plus belles success stories du pays. Une entreprise née ici, au Luxembourg, et rachetée par un géant mondial, Thales. Entrepreneur, investisseur, mais aussi, avant tout, visionnaire de la cybersécurité, Christophe a bâti sa carrière autour d'une conviction. Protéger, c'est anticiper. On a parlé business, écosystème, transmission, mais aussi d'humain, de doute et de ce que signifie réussir sans perdre son intégrité. Une discussion sincère, inspirante, sans filtre, comme toujours. Si cette conversation vous parle, pensez à liker, commenter et partager. Bienvenue dans Kamel sans filtre. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Très bien, très bien. Tu connais les règles du jeu. Tu as une carte joker. Donc je vais te poser toute une série de questions et tu pourras à tout moment la sortir, mais tu n'auras qu'à une seule chance. Voici cette carte, tu pourras la sortir quand tu veux. Après, si les questions sont bonnes, il n'y a pas besoin de joker. Ouais, mais si elles sont compliquées, peut-être que tu voudras pas répondre, tu pourras la sortir. Très bien. Bah, on va commencer soft, je te rassure. Première question, donc ça fait 25 ans que tu es dans la cyber. Comment tu pourrais expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien ton métier ? Alors, ça fait un peu plus que 25 ans, parce que j'ai commencé en avril 96 exactement. Mon métier, c'est quoi ? Mon métier, c'est principalement d'accompagner les entreprises à être résilientes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable d'affronter des incidents cyber, informatiques, et de continuer malgré tout à faire tourner les opérations, à continuer à faire tourner la boîte. Comme on fait dans la sécurité physique après un incendie, des inondations, des choses comme ça, c'est le pendant, mais dans le monde digital et cyber. Ça, c'est ce que tu faisais en 96. Donc, avant ça, tu faisais quoi ? Oula. Avant ça, en fait, je suis arrivé au Luxembourg en 96, directement après mes études. Et j'ai commencé directement dans le secteur bancaire sur ces aspects infrastructure et cyber. Tu étais dans la partie technique ? Partie Ouais. sales. Ah, ok. Donc, et aujourd'hui, tu es sales, donc tu as commencé par la Moi, partie je suis un technique. ingénieur de formation, donc j'ai commencé à faire de la gestion de réseau informatique. Ah, tu as fait des études ? Incroyable, j'aurais jamais cru ça de toi. Faut bien détendre un bien petit peu. sûr, Voilà. mais bien Ok. sûr. Quel est ton premier job ? Job d'été, job étudiant ? Oula. Alors moi, je pense que j'ai eu l'avantage ou la chance d'avoir un père qui tout de suite m'a fait bosser pendant mes vacances. Ok. Et donc dès l'âge de mes 16 ans, quand j'ai pu, j'ai bossé pas juste l'été, mais à Noël, à la Toussaint. Dès que j'avais 2 semaines, je bossais principalement dans les supermarchés, Ok. parce que mon père travaillait là-dedans. Donc je fais tous les rayons, poissonnerie, surgelé. J'ai vendu des sapins de Noël. Et je pense que c'est quelque chose qui est important, parce que ça te donne le goût du travail, ce qui est peut-être un des soucis qu'on a aujourd'hui, de mon point de vue. Tu as fait quoi de ton premier salaire ? Et tu te souviens combien tu avais gagné ? À 16 ans, donc ? Ouais, je crois que mes premiers salaires m'ont permis de payer des dettes, parce que comme j'étais étudiant et que mes parents n'avaient pas nécessairement la capacité à suivre les études que je faisais, vu que je faisais des études d'ingénieur assez loin de chez moi, je crois que ça m'a permis de payer des dettes et de mettre de côté pour financer l'année qui arrivait, quoi. Ok. Donc, 96, tu rentres en tant que technicien. J'ai fait mon cyber. stage. En fait, Ouais. j'ai fait mon stage, plus mon service militaire, plus mon premier job chez Paribas à Luxembourg, parce que j'ai fait... il y avait encore le service militaire français à ce moment-là, et ça s'appelait la coopération ou le volontariat national en entreprise. Donc j'ai accompagné une boîte française à l'étranger à se développer. Donc, ensuite, donc c'était directement chez BNP ou tu étais Ouais, dans directement chez un chez intégrateur ? Paribas. Ça s'appelait Paribas. Je suis parti quand c'est devenu BNP. Et t'es parti où ? Dans une filiale d'IBM Ok. qui s'appelait Skill Team. Je connais. Et j'ai monté j'ai collaboré à développer le service à sécurité. Et donc, on a beaucoup travaillé à développer pas mal de e-banking de la place à ce moment-là. Au Luxembourg, on te connaît pour avoir créé Excellium Services. Alors, co-créé. Co-créé avec Xavier Vincent. Cette société qui a une option, on va en parler encore juste après. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette boîte ? Alors, ça dépend. Je peux raconter une histoire sympathique. Ah non, mais Ou... la vraie histoire. Donc, la vraie histoire, c'est que avant Excellium, j'ai travaillé moi, pour une société américaine qui s'appelle Qualys.
Et donc j'étais rentré parce que son patron, Philippe Courteau, qui n'est plus parmi nous, m'avait demandé de venir pour préparer l'entrée en bourse de cette société et donc de travailler sur l'Europe, à préparer le réseau pour accueillir les financements qu'on obtiendrait suite à l'IPO. Et donc j'avais des stock options et donc je m'étais dit waouh, avec ça je pourrais créer ma boîte. Et le jour où il a sonné la cloche au Nasdaq, j'ai reçu ma lettre de licenciement. Ok. que j'attendais, parce que comme il avait appris que je voulais partir, Philippe Courteau était quelqu'un de très carré, mais qui avait une grosse fierté, et donc on ne le quittait pas, c'est lui qui faisait partir les gens. Et donc je me rappellerai toujours, je rentrais du sport, hein, parce que malgré mon physique, j'ai essayé de faire du sport, et, euh, et j'ai reçu ma lettre T'en de faisais à licenciement. l'époque, peut-être que maintenant... J'ai essayé d'en faire, ouais. j'ai essayé d'en faire. Et je me suis dit, mais ce jour-là, il n'a rien d'autre à faire que signer ma lettre de licenciement. Et en fait, ça m'a donné un coup de pied aux fesses pour dire, maintenant, je fais quoi? Et donc, j'avais deux options. Soit retrouver un job où j'étais super bien payé, parce que j'étais super bien payé à ce moment-là, donc confort, etc. Soit de me dire, bah, tiens, c'est peut-être l'opportunité de faire quelque chose de différent et de pas replonger comme on le fait tous, hein, après un changement professionnel. On recommence les choses qu'on a déjà faites, même si c'est pas ce qui nous permet de nous épanouir le plus. Et donc je me suis dit non, je venais de passer 3 ans où je partais le dimanche soir et je rentrais le samedi matin. Ma fille venait d'avoir 3 ans, donc je venais de passer les 3 premières années où je n'étais pas trop à la maison. Et je crois qu'à la même période, on était sur la terrasse de notre maison et puis un avion passe dans le ciel et ma fille de 3 ans dit « Ah, il y a papa !» Ouais. Donc je me rappelle, ça m'avait quand même un petit peu interpellé. Et donc je dis non, je ne veux pas repartir dans un truc international, être patron Europe et Middle East again et ne jamais être là. Et d'être un pot de fleurs quand tu rentres, parce que comme tu n'es pas là tout le temps, ben, quand tu rentres, tu es un pot de fleurs. Et donc je me suis dit, mais quoi faire? Et donc pendant ces 3 années, j'avais proposé à Xavier Vincent, mon partenaire, de développer une activité cyber avec un partenaire que j'avais en France dans la boîte où j'étais et qui voulait venir s'installer au Luxembourg. Et Xavier avait travaillé sur le plan et tout, et puis ça s'était pas fait pour plein de raisons. Et en discutant de qu'est-ce qu'on pourrait faire, ben on est arrivé à la conclusion de dire mais pourquoi on ne recréait pas la boîte dans laquelle on était avant, hein, parce qu'avant on collaborait ensemble, mais on le fait pour nous. Et c'est comme ça que j'ai démarré Excellium. Donc, généralement, là, quand j'ai des discussions avec les entrepreneurs qui rêvent tous d'être entrepreneurs, moi, je rêvais pas d'être entrepreneur. C'est juste qu'à un moment donné, on s'est dit, mais on a tout le temps travaillé comme des malades pour des boîtes, avec un concept aujourd'hui où tu as beau avoir bien bossé, contribué, peut-être du jour au lendemain, il y a des choses qui changent, on te met dehors. Et on s'est dit, ben, on va travailler pour nous, on va créer notre petite boîte, PME, dizaine de personnes, qui fait 3 millions d'euros par an. Et puis avec ça, on est maître de ce qu'on veut. On réunit une équipe, parce que je pense qu'on ne crée rien tout seul. Et puis on prend du plaisir, quoi. Donc, c'est souvent ça. On a l'esprit entrepreneurial, mais on n'ose le faire que s'il nous arrive quelque chose. Mais je pense que c'est compliqué, hein. C'est compliqué de... On s'installe dans des zones confortables. Moi, je prends toujours l'allégorie de la grenouille dans l'eau chaude, hein. C'est-à-dire que tu es dans l'eau chaude, elle continue de chauffer, mais tu es dedans, donc tu t'en aperçois pas. C'est quand tu sors que tu dis, mais qu'est-ce que je faisais là-dedans, quoi. Et donc, je pense que si t'es pas de temps en temps face au mur, ben, c'est compliqué de te remettre en question. Et je pense que beaucoup de gens s'en aperçoivent quand ils sont licenciés, quand ils sont... alors qu'on les a portés au sommet tout le temps. Et en fait, comme on ne s'est pas préparé, ben, on a, surtout les hommes, on a un problème de remise en question et de redémarrage. Tu penses que les femmes, c'est plus facile? Elles le font plus facilement? Je sais pas, Oui. je veux peut-être pas, mais moi je vois, j'ai une armée de collaborateurs, et moi aussi j'ai été concerné. Quand j'ai un de mes collaborateurs qui se sépare, la façon dont il vit ça n'a rien à voir avec la façon dont nos collaboratrices qui se séparent vivent la chose. Elles sont plus contentes. C'est ça? Non, je sais pas, mais C'est peut-être parce qu'elles sont contentes de plus bosser avec toi. Je te le dis, mais en fait, c'est Ah, mais pareil. je dis pas qu'elles se séparent de moi, elles se séparent de leur conjoint. Oui, ouais. Hein, et je trouve que oui, Elles sont plus résilientes? je pense. Oui.
Ouais, c'est intéressant. Je rentrerai pas dans ce débat-là parce que tu sais, à chaque fois, Non, dès mais qu'on bon, parle de... j'en fais pas une Non, non. généralité, mais je constate Ouais. il n'y a pas une forme d'égalité. On voit bien les actes que commettent certaines personnes quand leur conjointe les quitte ou des choses comme ça. C'est rarement les femmes vers les hommes, mais bien plus souvent les hommes vers les femmes. Donc il y a quand même quelque chose là qui parle de résilience et de De robustesse. comportement. Euh, on continue encore Excellium. Donc, combien de temps ça fait combien 10 ans. d'années? On 10 ans. a créé la société avec Xavier en octobre 2012. En fait, la création est toujours un peu délicate à Oui. fixer, mais je me rappelle, pour nous, c'est Ouais. notre numéro de TVA, parce que c'est ce qui nous a permis de facturer notre premier client, octobre 2012. Et on l'a vendu, donc on a signé la lettre de vente la semaine de mes 50 ans. Ok. Donc je m'en rappelle, en mai 2022. Et comme on est régulé, on a dû obtenir l'agrément du régulateur. Et donc la vente officielle s'est faite en octobre 2022. Durant ces 10 ans 10 ans. où tu étais seul maître à bord avec Xavier, tu as eu des réussites, des beaux succès et des échecs. Quel est pour toi le meilleur, le plus beau souvenir de ces 10 ans? Waouh. Alors, Un contrat signé, je sais pas moi, un problème réglé chez un client sur une fuite de données, etc. Un truc où où tu te souviens, tu te dis, tiens, non, mais alors, il y a peut-être plusieurs éléments. Moi je suis un mec un peu, pour ceux qui me connaissent, bizarre. pas bizarre, mais en fait, quand ça marche, je considère que Ouais, c'est normal. Ce qui ouais. m'intéresse, c'est de tacler ce qui marche pas. Mm, Donc, c'est épuisant pour mes mm, collaborateurs. C'est plus qu'énervant pour ma mm, conjointe, ma femme, pardon. Et donc, en fait, ça donne l'impression que je suis jamais satisfait. mm. Mais en fait, c'est pas une question de satisfaction, je suis câblé comme ça. Et donc, pour revenir à ton point, je me Mm, rappelle avec Xavier, on avait acheté une bouteille de champagne pour célébrer le premier million de la boîte. mm. Je crois qu'arrivé au 5e million, on s'est dit, mais jamais personne n'a ouvert cette bouteille de Mm. champagne. Et donc, on l'a offert à un de nos collaborateurs parce qu'on l'a jamais bu. Je me rappelle que quand on a vendu la boîte, ou du moins, en 2018, on a fait rentrer un actionnaire qui nous a permis de redévelopper de manière plus pérenne la boîte. Le soir, je me suis arrêté chez Pizza Hut. Et mon investisseur m'a dit, mais Christophe, tu pourrais quand même faire autre chose que Pizza Hut. Mais pour aussi bien Xavier que moi, c'était business as usual. Alors qu'en fait, c'est pas parce que vous êtes des radins, hein. Ceux qui vous connaissent, c'est pas parce que t'es un Mais non, radin, mais hein. T'as pas exprès, parce que je pense que quand tu n'as pas été élevé dans ces sphères, Mm, nous, quand on a vendu, moi, il m'a fallu 6 mois pour réaliser ce que ça représente. mm, Et en fait, ça représente pas. Ça donne juste la possibilité de faire des choses que tu as envie, alors qu'avant, tu pouvais pas le faire. mm, Et quand je dis des choses que tu as envie, moi, j'ai pas changé mon style mm, de vie. J'ai acheté une montre, mais j'ose pas la mettre tellement je me dis ça mm, correspond pas à qui je suis, alors que ça fait 25 ans que je voulais me mm, l'acheter. mm. Donc voilà, c'est juste que ça te permet de prendre peut-être plus de risques que ce que tu n'aurais fait avant. Donc pour moi, c'est un moyen plus qu'une arrivée, quoi. Le plus gros échec, est-ce que tu en as eu durant ces 10 années? Le truc où Ah tu te si, dis, j'ai raté. tout à l'heure tu disais les trucs dont tu es le plus fier. Moi, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à attirer des gens dans la boîte qui sont On a créé Excellium autour de l'expertise. D'accord. Ce qu'on voulait, c'est que les gens nous disent waouh, les mecs qui sont intervenus chez nous, super quoi. Et moi, quand un client il me dit ça, voilà, c'est pas le gros deal parce que des deals il y en a Mm, tous les jours. C'est pas d'être le partenaire de l'année parce qu'une fois que tu es dans le système, tu sais bien comment ça marche. Un coup c'est toi, un coup c'est pas toi, et puis voilà. Moi, c'est la reconnaissance qu'on ait pu créer une équipe où les gens qui sont dans la boîte sont contents et fiers d'être dans la boîte. Et quand un client nous dit ouais, les mecs que tu nous as mis là, exceptionnel. Et donc c'est ça qui me drive. Mes plus gros échecs, je pense que ce qui me marque, et encore aujourd'hui, hein, c'est quand on a des collaborateurs qui démissionnent, parce que je me dis, alors moi je suis un très mauvais recruteur, mais c'est pour ça que je participe très peu au recrutement, mais parce que je me dis qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour créer les conditions qui fassent que le collaborateur reste. Alors, bien sûr, on me dit non, mais c'est normal, des fois il y a des erreurs de recrutement, mais malgré tout, Tu prends ça pour un échec? pas plus tard que la semaine passée, on a dû licencier quelqu'un.
pour des raisons de conflit interne. La personne qui était en conflit, son conjoint m'a appelé en me disant « Christophe, avant de célébrer le champagne, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi vous l'avez viré, qu'est-ce qu'il a fait ?» Et je dis « Mais on ne fait pas le champagne parce qu'on a un collaborateur qui démissionne. J'ai dit, toi, tu es dans la boîte comme moi, on est tous les deux responsables du fait qu'on ait dû licencier quelqu'un. » Donc je considère que on est un animal social et donc c'est un peu de notre responsabilité de faire que la structure donne les moyens aux collaborateurs de travailler et on est tous dedans, quoi. Est-ce que tu as failli faire faillite avec Ah bah, Excellium? bien sûr. Ah bah, bien sûr. Est-ce Je que pense que si Xavier n'avait pas été là, Ouais. moi j'aurais cramé la boîte au bout de 8 jours parce que je suis un malade mental. Donc C'est-à-dire, toi, quelle est la différence? Enfin, lui, c'est le CFO, enfin, c'était lui qui faisait les finances et c'est plutôt l'aspect CFO. non, mais je pense qu'on est, et c'est ce que je dis à tous les entrepreneurs à qui je discute, entrepreneur tout seul, il faut bien imaginer que ça veut dire au moins 6 ou 10 ans si tu veux arriver à créer quelque chose de pérenne et de stable, ou H24, tu penses à ta boîte. C'est pas le week-end, les vacances, c'est H24. Et moi, le problème, c'est que comme je ne regarde que ce qui va pas et que je suis toujours, moi, mes collaborateurs, ils avaient peur quand j'allais en vacances, parce que quand je rentre de vacances, j'ai 3000 idées. Et donc, ils se disent, on va morfler quand il va rentrer, parce qu'il va lancer plein de trucs, et c'est nous qui allons devoir travailler pour délivrer tout ça. Donc, pour répondre à ta question, il faut une complémentarité. 10 ans, c'est long. Oui. Moi, en 10 ans, j'ai divorcé. Donc, tu as des trucs personnels qui t'arrivent où, en fait, tu n'es plus dans le business. Sauf que moi, quand j'ai divorcé, on devait avoir 140 collaborateurs. Les mecs, ils veulent leur salaire à la fin du mois. Hein. Tu peux pas dire, les gars, pendant 3 semaines, là, je prends pas de décision parce que j'ai pas le mental. Donc, il faut trouver des gens complémentaires. Il faut un alignement de valeurs, parce que ça, je pense que c'est important. Sinon, tôt ou tard, quand il y a des difficultés, c'est là que ça craque. Et puis, un objectif commun. Donc, je pense qu'avec Xavier, c'était la bonne balance. C'est-à-dire, moi, je fais des choses que j'aime, qui ne sont pas nécessairement ce qu'il aime faire, mais lui, il aime faire des trucs que moi, ça ne me passionne pas. Les papiers, l'administratif? Non, parce qu'il est aussi mauvais que moi. Mais on est complémentarité sur toute une... Et donc, moi, je suis quelqu'un qui aime le risque. Et dans le risque, je trouve de l'opportunisme. Voilà, donc on a quand même créé une boîte qui faisait 50% de croissance chaque année. Donc ça veut dire que tu roules à fond et tu changes le moteur en même temps. Fatalement, un paquet de fois, on est resté sur la corde raide, sauf que comme on était aligné, on n'a pu arriver. Et je me rappelle qu'on a fait des choses qui... Aujourd'hui, je me dis, on était des tarés. Je me rappelle que Xavier et moi, on s'est endetté à titre personnel pour payer des bonus en fin d'année alors que la boîte n'avait pas fait les performances, juste parce qu'on voulait que les mecs restent à fond et qu'on avait fait des choix qui ne devaient pas les impacter. Donc quand tu racontes ça à des investisseurs ou à des mecs qui disent « mais vous êtes des malades mentales » ou mentaux même. Mais je pense que c'est ce qui a fait qu'on a un noyau dur aujourd'hui chez Excellium et que je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a accompli, du mindset avec lequel on l'a fait. Donc, revente en 2022, c'est ça? Octobre 2022, oui. 135 millions d'euros. Alors, un peu plus, mais ce n'était pas qu'Excellium. On avait rejoint un consortium, donc il y avait différentes entités en Espagne, au Portugal et au Luxembourg. Et ça a été vendu un peu plus cher que ça. Les chiffres sont publics, il suffit de faire Google, quoi. Ouais, parce que c'est son côté en bourse, donc ils étaient obligés. Donc, il y a eu... t'as eu un beau, je pense, cash-out. Tu pourrais arrêter de travailler. Moi qui te connais un peu, je pense que j'ai l'impression que tu bosses beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Non, mais je pense que... Parce que ça, c'est la thérapie qu'il faudrait que je suive. Mais moi, depuis que je suis sorti de... Enfin, depuis que j'ai commencé mon école d'ingénieur après le bac, je me suis toujours dit, je veux arriver à être indépendant financièrement pour ne plus rien devoir à personne. Et donc, je m'étais dit, à 50 ans, je dois arrêter de travailler. Et en fait, à 50 ans, j'aurais pu, mais en fait, mentalement, je me dis, à 50 ans, tu peux décider de ne plus arrêter de travailler. Oui. Maintenant, quand tu as été à 200% tout le temps, tu peux pas t'arrêter, parce que je vais faire quoi? On m'a dit, va faire du golf, va faire de... D'accord, mais au bout de 6 mois de golf, je pense que je deviens dépressif et je deviens serial killer, quoi. J'ai même entendu que le fait d'avoir cette pression tout le temps maintenue, etc., une fois qu'on arrête complètement,
on tombe malade parce oui. que on n'a plus justement cette tension qui nous Non, moi je drive. pense que en fait, ce qui est usant, je trouve aujourd'hui pour des gens en fonction de responsabilité, c'est la gestion des day-to-day. C'est ça qui use. Tu vois, moi, je n'étais pas là il y a quelques temps en vacances. Mes vacances, c'est loin du Ouais. Wi-Fi, dans des conditions spartiates, juste parce que j'ai besoin que mon cerveau il ralentisse. Tu y arrives? Bah, il suffit de choisir les lieux. Là, Ouais. je suis parti au Yellowstone, il fait -15, tu es dans le parc, il n'y a pas de Wi-Fi, il y a 8 heures de décalage avec la France. Au bout d'un moment, les gens disent, bon, ok, ça va attendre que tu reviennes. Mais après, ton WhatsApp et ton mail, c'est... Oui, alors, Ouais, mais je me suis quand même aperçu ça que va. t'es pas indispensable dans la Mm. vie. Donc, les gens, quand ils voient que c'est pas toi qui prends la décision, ben, ils vont en prendre une. Justement, pas indispensable dans la vie. On t'a donné des responsabilités chez Thales, Mhm. même au niveau mondial. Tu as un peu levé le pied, ou enfin, tu as laissé ta place à Lionel, chez Excellium au Luxembourg. Ça a été annoncé il y a pas si longtemps. Euh, les gens peuvent se dire, moi je te le dis, hein, Christophe, au bout d'1 an, il va se barrer et il va laisser la boîte. Et Excellium ira un peu moins bien. Ah ouais, d'accord. Ouais. Non, ben Bah, oui. Alors, il faut savoir que quand on a vendu au groupe Thales, on n'avait aucun lock-up, aucun earn-out. D'accord. Avec Xavier, on pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Sauf que je pense que c'est comme ça qu'on a tout le temps travaillé. Thales a été correct. Thales avait besoin sans être avec toute la modestie nécessaire, je pense que Thales avait des besoins de choses qu'on était capable d'apporter. Et donc avec Xavier, on a pris un commitment vis-à-vis de Thales de dire on va accompagner l'intégration de la société dans le groupe Thales. On l'a fait aussi vis-à-vis de nos collaborateurs, c'est-à-dire que nos collaborateurs, certains sont là depuis le début. Donc quand tu es entrepreneur, toi tu fais ton cash-out, mais eux, mm, peut-être qu'ils vont prendre un petit peu parce qu'il y a mm, un peu de stock ou mm. des mois. Mais après, c'est tout. Donc c'était un devoir, nous, vis-à-vis d'eux aussi, de nous assurer que leur avenir dans le groupe Thales, il serait intéressant, plein d'opportunités, des choses comme ça. Donc Tu vas pas me faire une annonce là, je me barre de Thales et j'arrête. non, 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 non. Donc on avait un agreement à 2 ans avec Xavier. Moi, il se trouve que la gouvernance de Thales a changé. On m'a demandé de prendre des fonctions mondiales. C'est vrai que sur le coup, je me suis dit, Ouais. quand j'ai posé la question à ma femme, elle m'a dit sérieusement, tu me poses la question? Parce que pour info, alors ça, tu l'as pas dit, mais tu as divorcé, mais après tu t'es remarié. Je me Mais suis remarié avec mon ex-femme. Ouais. voilà, ça c'était Donc, moi. quand tu es un professionnel du risk management, tu comprends pourquoi. Oui. Mais oui, parce que là, j'ai expérimenté aussi que le problème des relations, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué parce que tout le monde n'entend pas la même chose quand on parle et tout le monde. Donc, émission-réception et que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro, beaucoup de conflits sont liés au fait que les gens s'entendent pas ou se comprennent pas. Et donc voilà. Ça Mais t'avait coûté de l'argent le premier divorce? Parce que non, le deuxième risque de faire mal hein, si t'as pas fait de contrat de mariage. non, Hein. mais j'ai fait un contrat de mariage. Mais alors s'il y a bien une chose qui est claire, moi quand je me suis divorcé, j'avais une fille. Mm. Donc l'argent n'était surtout pas le sujet. Oui, Et je c'était. pense que c'est pas le sujet. Et pour dire, ma femme étant non plus pas sur ces sujets-là, on avait pris la même avocate qui avait un problème parce qu'elle dit mais je peux pas défendre un et l'autre. Mais voilà, donc je pense que si ça devient un sujet d'argent, Oui. c'est qu'il y a d'autres problèmes. Est-ce que tu penses avoir déjà un jour failli faire un burn-out ou un truc comme ça ou dire j'ai fait Ah trop bah de oui, choses? oui, bien sûr, bien Oui. sûr. J'en ai fait. Alors j'en ai pas fait, mais je pense que j'étais pas loin d'en faire assez régulièrement. Parce que j'ai du mal à mettre des limites, parce que quand je fais rien, j'ai l'impression de perdre mon temps. C'est aussi un problème dans mes relations avec mes collaborateurs, parce que souvent, je fais plein de choses en même temps Mm. qu'on me parle, et les gens ont l'impression que Oui. je me fous de ce qu'ils disent, mais c'est parce que je pense avoir compris. Je Et, finis les phrases souvent des autres parce que je pense avoir entendu, donc ça c'est un peu ce qui fait de moi et que ton cerveau va trop vite pour les je autres sais de pas temps en si mon temps. cerveau va trop vite, mais effectivement, j'ai l'apparence d'être quelqu'un de social,
quelques sessions avec ma psy et une analyse de mon quotient intellectuel m'ont montré que j'étais pas normal. C'est juste que j'ai des éléments qui font que j'ai une dose de sociabilité qui fait que ça me paraît normal, mais je pense que je pourrais être quelqu'un d'assez, comment dire, pas très sociable. Différent. Parlons maintenant de ta vie au quotidien. Quelle est la chose que tu détestes faire au quotidien? Alors, de manière générale, tout ce dont j'ai l'impression de perdre mon temps. Ici, par exemple? Non, parce que je pense que c'est pour ça que je me prête à beaucoup d'interviews, beaucoup d'articles. Je pense que c'est quand même assez important de partager des retours d'expérience, de contribuer. Moi, je sais qu'avec Xavier, on a fait plein d'erreurs parce qu'on a découvert les choses. Je me dis que si on avait pu être alerté pendant notre parcours de certaines choses, on aurait gagné du temps, on aurait évité des douleurs, des souffrances, de l'anxiété. Et donc, je me prête assez volontairement à ces exercices parce que aucune vanité de ma part, mais voilà, s'il y a des gens qui peuvent retenir quelque chose, dire, tiens, mais moi aussi. Parce que moi qui te connais un peu aussi, hein, je te le dis, tu es toujours en train de faire des choses pour les autres. Ouais, mais Ces derniers temps, en tout cas. Non, mais après, j'ai. Ou alors tu me mens. En fait, tu me fais croire que j'ai ça à faire, Peut-être. Non, mais je pense que il y a quand même, hein, moi je me pose beaucoup de questions sur pourquoi je fais les choses, pourquoi je fais pas les choses, pourquoi je fais des choses que je devrais pas faire, pourquoi. Mais je pense qu'en fait, on est conditionné par notre histoire, ou par notre jeunesse, etc. Et donc, moi, je pense que j'ai un syndrome du Superman. Et donc, c'est un souci parce que tu peux facilement te laisser emporter sur des projets alors que raisonnablement, tu devrais dire stop. Voilà. Tu dis oui trop facilement? Ah oui, mais ça, c'est clair. Ouais. C'est clair. Justement, quand tu as eu ce cash-out, tu as beaucoup investi dans des startups. T'as quand même. Et pourquoi tu penses l'avoir fait? Ah ben c'est pas pourquoi je pense. Pourquoi Je tu l'as pense que si tu veux faire des bons investissements, tu me demandes les boîtes dans lesquelles j'ai investi et tu fais pas quoi. Tu vois, parce que en fait mon moteur c'est l'entrepreneur ou l'équipe entrepreneuse qui vient me voir. Est-ce que je comprends ce qu'ils veulent faire? Est-ce que je suis aligné avec leur projet? Et est-ce que je pense que je peux leur filer un coup de main? Et donc effectivement, des fois, je me retrouve dans des situations où je devrais avoir dit stop. Et je ne l'ai pas fait parce que si je dis stop, le mec il est mort. Et tu dis, mais voilà, c'est son projet de vie, etc. Moi, est-ce que ça va m'empêcher de dormir? Non. C'est de l'empathie? Sur-empathie? Je ne sais pas si c'est de l'empathie ou si c'est. Le syndrome Je du suis Superman. passé par là. Moi, il y a un driver, c'est l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice. Donc, si tu arrives à me mettre dans des situations où je ressens qu'il y a de l'injustice, je suis manipulable à excès, quoi. Ça, c'est bon à savoir. Donc, ok, ça, c'est ouais, parce que donc, tu as investi dans combien de startups, tu sais, à peu près? Je pense que j'ai une trentaine d'investissements aujourd'hui en start-up. Et quelle est celle qui te fait le plus plaisir? Celle avec laquelle tu dis, waouh, dont tu es le plus fier? Alors, je pense que ça, c'est pas un bon critère parce que d'être fier d'un investissement ou c'est pas le but, quoi. Ouais. D'accord? Et je pense que si tu poses la question au business angel, on investit dans des startups parce qu'on veut, surtout quand tu as été entrepreneur, on veut accompagner des entrepreneurs. Moi, je considère que l'argent que j'ai mis dans les startups, je peux le perdre. D'accord? Ce que je dis aux entrepreneurs, tu as le droit de fail, mais tu n'as pas intérêt. D'accord? Mais donc après, il n'y a pas de fierté, c'est leur projet. Toi, tu as fait un investissement. Moi, j'ai fait un investissement parmi 30. Il y a une startup qui meurt. Sauf que la personne qui meurt, c'est son projet de vie. Donc ceux où je suis le plus fier, c'est les fighters, quoi. C'est ceux où ils rencontrent des difficultés. Les mecs, ils lâchent rien et ils se battent et tout ça. Ceux-là, tu as envie de leur filer un coup de main parce que tu dis, putain, mec, tu galères trop tout seul. Là. On peut pas te laisser tout seul. Mais généralement, les fighters, c'est pas ceux qui ratent. Hein. Ah ben, moi, je trouve que c'est paradoxalement,
Ils sont pas nécessairement les plus successful pognon parce que c'est pas ça qui les drive. Mais c'est des exemples de vie que moi, souvent, je sollicite pour les faire parler à des conférences ou quoi, parce que c'est d'eux qu'il faut apprendre. Euh, Durant ta carrière, est-ce qu'il y a une personne avec qui tu dis plus jamais de ma vie je bosserai? Et je veux un nom, mais je veux Non, pas de mais, joker. ouais. Alors, je pense que, parce que j'ai entendu ta question là, dans le podcast avec Alex, je pense que bien évidemment, il y en a plein. Maintenant, je pense que le monde professionnel, ce n'est pas le monde personnel. Et autant tu peux avoir cette posture dans le monde personnel, autant dans le monde professionnel. C'est des situations qui font que... Alors oui, il y a peut-être des gens où physiquement ou comme ça, y a pas... Mais si je prends un exemple, Patrick Kita. Hein, Patrick Kita, Tu peux pas bosser avec lui, tiens. non, mais sans le connaître, il était le patron de Didata, Didata, qui est donc devenu un NTT. concurrent Oui, tout à fait. d'Excelium. Que je connais bien d'ailleurs. Voilà. Donc fatalement, ce mec-là, pour moi, il incarnait la compétition. Tu vois, donc on a essayé C'était pas son côté un peu trop parisien? Non. Non, je plaisante. Non, mais je le connais pas beaucoup, mais Ouais. il incarnait pour moi la compétition. On a Ouais. essayé de faire des deals avec eux, on n'a pas fait, on a perdu. Et puis en fait, il se trouve que dans notre parcours, on s'est retrouvé dans une formation de coaching, tu vois. Ok. Et je me rappellerai toujours, je crois qu'à ce moment-là, il était chez Orange. Et je me dis, mais c'est lui, Patrick Kita. Mais bon, c'est vrai qu'il est chelou, hein, Ouais. pour Ouais, ceux qui ouais, le connaissent. oui. Il est chelou, mais aujourd'hui, on va promener Et- notre chien le dimanche matin Ouais. tous les deux. Je pense pas qu'il aurait su qu'on avait beaucoup parlé de lui là-dessus. Mais juste pour la petite histoire, toi et moi, moi je voulais, c'est pas que je voulais pas te saquer, c'est que il y a quelques années, j'avais dit bon moi, Excellium, c'est bon, je bosse pas avec eux pour une petite histoire qui, d'ailleurs c'était un gros malentendu, et c'est lui qui m'a Ah oui. dit, et oui, c'est lui qui m'a dit, je me souviens, on dans un petit déj, Non, mais c'est ce et que il m'a je... dit, tu dois aller lui parler parce Ouais, que c'est vraiment pas ce que mais tu ce que je crois. veux dire par là, c'est que tu as des perceptions parce Tout que à fait. tu as des gens qui disent, donc Mhm. tu dis. Et effectivement, moi, Patrick, on va promener notre chien ensemble le dimanche matin. On parle même de cure de jeunes ensemble. Tu vois, donc je me dis là, il faut C'est faire grave, ça attention commence parce à que être, ça peut créer une intimité suspecte. Mais voilà, donc ce que je veux dire, après, je pense que dans le monde professionnel, moi, c'est ce que je conseille à nos collaborateurs qui nous quittent. Hein, il faut toujours être propre parce que tu sais pas ce dont demain sera fait. Et quelqu'un qui travaille dans une boîte concurrente aujourd'hui, demain, il sera peut-être dans la même boîte que toi, les choses comme ça. Après, moi, là où je suis peut-être, j'oublie pas, c'est les comportements inadaptés, que ce soit personnel ou professionnel. Ça, j'ai un peu de mal. les lignes rouges. Les lignes rouges, oui, voilà, je pense l'intégrité, la responsabilité. Moi, je sais que tous nos clients peuvent m'appeler directement sur mon téléphone quand il y a un problème parce que j'estime que c'est notre job, quoi. On n'est pas. Justement, là, vraiment dans ton cœur de métier, parce que là, la partie entrepreneur, la partie investisseur, on pourrait en parler des heures, il y a plein d'anecdotes que tu peux raconter. Tu es dans la cybersécurité, il y a eu beaucoup d'attaques qui ont été faites. C'est des histoires assez croustillantes à chaque fois. Je pense que de hacking, etc., du social engineering. Est-ce que tu pourrais me raconter une petite anecdote assez intéressante? Tu vois, je sais pas, moi, il y a une telle attaque qui a été faite, sans citer forcément de nom, parce que je te connais, tu ne seras jamais notre client. Je dirais pas un grand groupe d'électricité ou des choses comme ça. Je sais pas de quoi tu veux. Ouais, mais je sais pas, est-ce que t'as des choses que tu Non, mais aimerais partager? je peux partager un trait général parce Ouais. que je passe quand même beaucoup de temps à faire de la sensibilisation de Mm. dirigeants sur ces problématiques, d'étudiants, etc. Euh, et en fait, si tu discutes avec les professionnels de chez nous, il y a une forme de lassitude. Parce que toi, ce que tu considères croustillant, nous, on est fatigué de voir un manque de maturité, une naïveté qui font que tu as des situations qui arrivent où tu as beau dire que les mots de passe, c'est important, les mecs, ils mettent des mots de passe en bois et ils se font cartonner parce que il n'y avait pas de mot de passe. Et le responsable sécurité, 2 semaines avant, t'avait dit non, mais nous, on a des politiques de mot de passe strong, enlevez-nous ces contrôles-là. Et puis c'est comme ça qu'ils se font cartonner. Et après, ils s'étonnent. Donc
Moi, je dis le problème qu'on a aujourd'hui et qui fait que j'aurais peut-être pas dû vendre la boîte il y a 2 ans, mais c'est qu'en fait, on utilise de la technologie sans comprendre. Hein. Et en ce moment, c'est un peu mon sujet. Tout le monde utilise ChatGPT, il y a pratiquement personne qui sait expliquer comment ça marche. Et donc, le problème de ça, c'est quoi? C'est qu'il y en a qui s'intéressent à comprendre comment ça marche, et ceux-là abusent le système. Et donc, toi, au bout du fil, si tu es naïf comme un lapin là, qui est éclairé dans un champ, eh ben, c'est toi qui vas manger. Il y a quoi comme problème, par exemple, qu'il peut y avoir sur ChatGPT au niveau Ben, risque cyber? non, mais je prenais, j'écoutais, là, c'était ce matin, je crois, quand ChatGPT a sorti l'histoire avec Gilby, là, d'accord? Hmm. Tout le monde met ses photos perso là pour avoir une photo Gilby, Hmm. mais vos photos perso, elles sont récupérées par ChatGPT. Oui. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont s'en servir. Il y a une option, normalement, dans Ouais, ChatGPT où bien, tu... Je bien sais pas. sûr. Mais c'est comme depuis qu'on a GDPR où tu marques Ok. j'accepte et je suis conscient que mes données vont être traitées. Il n'y a personne qui lit ça. D'accord? Non, mais il y a une option pour D'accord, désactiver. mais qui l'utilise? Ouais, c'est... Voilà, personne l'utilise. D'accord? Donc, tant qu'on aura ça. En fait, le problème, c'est que d'un point de vue technologique, on essaie de rendre la vie facile des utilisateurs pour avoir de l'adoption massive. Et donc, à côté de ça, on a des gens qui font les choses qui ne comprennent pas ce qu'ils font avec. Donc, ceux qui comprennent, eh ben, c'est eux qui peuvent abuser du système. Et aujourd'hui, dans le monde cyber, tu n'as pas besoin d'avoir les plus gros muscles. Il te suffit d'un ordinateur et d'être intéressé par ce que tu fais pour pouvoir abuser. Je rappelle qu'il y a quand même une demoiselle qui a donné 800 000 euros à un mec parce qu'elle croyait que c'était Brad Pitt. Donc c'est malheureux pour elle, mais c'est malheureux pour nous d'avoir ce niveau de naïveté dans une économie digitale. T'as aussi donné de l'argent à des C'est vrai. startups qui t'ont fait croire qu'il était Brad Pitt. Excellente remarque. Euh, Mais on apprend de ses et erreurs, c'est pourtant, ça qui est mais c'était important. brave type. Ouais, C'est ouais, ouais, non, non, mais je pense que moi, ce que j'aime dans cet écosystème entrepreneur, c'est les gens qui osent prendre du risque. Hmm. C'est tellement facile aujourd'hui de ne pas prendre du risque, rester pépère dans son job. Voilà, les mecs qui se disent, moi, je fais all-in pour essayer de faire quelque chose. Ben voilà. Et est-ce que tu as plus de copains maintenant que les gens pensent que tu es multimillionnaire? Oui, ça, j'en ai beaucoup des copains. Mais je pense, ma plus grande, comment dire. Je comprends pas que les gens comprennent pas que le mec qui t'a pas parlé pendant 10 ans, qui t'appelle, dit, ah, salut Christophe, comment tu vas? Tu pourrais me filer un coup de main, là, j'ai un projet, je voudrais savoir si ça tient la route. Tu dis, ouais, sans problème. Tu peux me rappeler ton adresse email, s'il te plaît? Je dis, comment ça, tu n'as pas mon adresse email, mais on est censé être potes, tu viens de me dire. Je te signale que toi et moi, on a fait la paix bien avant que, C'est vrai, que, c'est vrai, que ta boîte allait mieux. Hein. Je te c'est le dis vrai. au cas où. Mais parce que j'étais magnanime. Euh, maintenant, quelle est la chose qui te drive le matin quand tu te lèves? Et quelle est la chose qui te dit, waouh, je me réveille pour ça? Parce que, Alors déjà, je me réveille difficilement, hein, donc ouais. moi je suis un homme de la nuit plus qu'un homme du matin. Ah ouais? Yes. Genre, Mais t'es un mec de la nuit non, non, j'aime bien travailler ouais. dans le calme quand il n'y a Ok. personne. Ben moi, en fait, c'est les trucs qui m'excitent intellectuellement. Je crois que c'est ça qui me drive. Moi, j'ai besoin de... C'est pour ça aussi, enfin, quand on me dit pourquoi t'as vendu ta boîte, parce que je pense que quand on est un peu réaliste par rapport à qui on est, il y a des gens qui sont faits pour lancer des boîtes, pour développer du business, et il y a des gens qui sont faits pour gérer des boîtes. Et moi, je ne suis pas un mec pour gérer des boîtes. Parce que les fichiers Excel, ça ne m'intéresse pas, parce que la routine, ça ne m'intéresse pas. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'essayer de s'entourer de gens qui sont capables de ça. Et tout à l'heure, tu disais Excellium, ça va se casser la gueule ou je sais pas quoi. Je pense que le job d'un entrepreneur, quand il a monté une boîte, au bout d'un moment, c'est plus sa boîte. Moi, les 200 mecs ou les 200 personnes qui ont rejoint Excellium, c'est la boîte de ces 200 personnes. Donc, quand toi, tu sors parce que tu as fait ton exit, tu as une responsabilité, c'est de t'assurer que cette boîte, elle va être pérenne et assurer la relève. Hein, parce que quand tu as été pendant 10 ans, comme moi, omniprésent dans un comité de direction et les gens savent que à la fin, si t'es pas content, c'est toi qui vas dire on fait comme ça, parce que je suis pas très Mm. orienté démocratie dans une boîte. C'est souvent comme ça. Hein. On veut avoir disons, le consentement de tous.
Et à un moment donné, quand tu te dis, bah, écoute, quand tu vois que ça diverge, je fais, écoute, c'est comme ça, et taisez-vous, quoi. Ah ben moi, je suis même un peu plus extrême Ouais. que ça. Moi, je considère que happiness officer et des choses comme ça, c'est pas l'objet d'une boîte. L'objet d'une boîte, c'est de permettre à des collaborateurs de s'épanouir, d'avoir un salaire qui leur permet de vivre et de les aider à grandir. Voilà. Et donc, moi, je considère que, par exemple, les gens qui viennent chez Excellium, le contrat moral, c'est 3 ans. S'ils partent avant, on a fait un mauvais boulot. S'ils restent plus longtemps, on a fait du bon boulot. Et parce qu'on est une boîte de service. Et donc, une fois que tu as considéré ça, moi, j'ai une estimation que une boîte tourne avec 10% de ses collaborateurs, qui sont le noyau dur. Le reste, c'est des collaborateurs qui viennent pour un contrat. Ouais, j'ai eu il y a quelque temps une personne qui m'expliquait qu'il y avait 3 niveaux et qu'il y avait son Oui, noyau dur et qui... parce que un point, nous, qui, à mon avis, a transformé Excellium à un moment donné, c'est que moi, je vivais avec énormément de difficultés les gens qui quittaient la boîte. Mm. Et donc, on passait des heures et des heures à discuter avec eux, à essayer de leur faire des contre-propositions, pour qu'à la fin, de toute façon, les personnes partent. Parce que plein de bonnes raisons, hein, bonnes ou mauvaises. Et le résultat de ça, c'est quoi? C'est que tu t'occupes pas des personnes qui disent rien, qui font le taf, et qui, elles, ont l'impression que Mm. on s'occupe que de ceux qui sont jamais contents. Et donc, à ce moment-là, on a décidé chez Excellium qu'on traitait tout le monde correctement, mais que c'était à nous d'aller chercher ceux qui sont qu'on n'entend jamais, qui font le boulot, dont les clients sont satisfaits. Et donc le jour où on a travaillé comme ça te donne, toi, en tant que patron de l'entreprise, une forme de sérénité parce que tu as un noyau dur, tu sais que c'est celui-là qui fait que la boîte, elle est résistante. Et après, bah, tu essaies d'étendre ce noyau dur, mais tu, tu, tu ne peux pas retenir tout le monde. Moi, je vois, on a des situations où j'ai même accompagné des collaborateurs à trouver des jobs parce Mm. que le métier de consultant n'était pas fait pour eux. Donc, et la prise de décision, c'est pareil. Si tu laisses tout le monde donner son avis et décider, c'est le bordel. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, je trouve, avec les réseaux sociaux, où n'importe quelle minorité a le droit de s'exprimer. Donc ça, c'est tout à fait légitime. Mais où, en fait, la grande masse qui est silencieuse et qui, elle, eh ben, en fait, elle est effacée au profit de gens qui passent leur temps sur des C'est haters ou ça. des gens comme ça. Et ça pollue. Donc, chez Excellium, la règle était assez facile. Tout le monde collabore, tout le monde peut donner son avis. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui est responsable de C'est cette ça. boîte. Il y a un mec qui paye les salaires. Il y a un mec qui, le jour où il y a un problème, c'est lui qui doit sortir ce qu'il faut. Et donc, moi, j'ai eu des fights avec certains collaborateurs où je leur dis, mais t'as raison, va créer ta boîte. Mm. Et Parce que, c'est arrivé? ouais, ça aurait été 2, 3 fois. Et ils ont réussi, ces boîtes-là? Non, parce que les mecs sont devenus fonctionnaires pour certains d'entre eux. Donc, je me dis, voilà, tu vois, Mm. donc, ça, je veux pas dire par là qu'il Non, faut non, pas ils auraient pu réussir, mais c'est jusque-là, mais tant mieux pour tant mieux eux, pour eux. s'ils avaient Ouais. réussi, et peut-être certains ont réussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu, quand tu as des avis, quand tu as des choix, il faut les assumer jusqu'au bout. Oui, D'accord? Donc, moi, je suis le patron de la boîte, ça veut dire que tous les mois, je dois sortir les salaires. Qu'on ait gagné des deals, perdu des deals, c'est ça. qu'il y ait du cash à la banque ou je sais pas quoi. Le jour où à la fin du mois je verse pas les salaires, on n'est pas potes. Le mec il dit Christophe, moi j'ai des crédits, tu te C'est ça. démerdes, c'est toi le patron. Donc à un moment donné, tu peux dire j'ai peut-être tort, mais c'est comme ça qu'on va Mm. faire malgré tout parce que toute une série de choses. Et puis moi j'ai travaillé dans une boîte américaine qui faisait 100 milliards. Hein, Mm. et je comprenais pas pourquoi ils investissaient pas au Luxembourg. Et un jour, le directeur financier du groupe m'a dit Christophe, on fait 100 milliards de chiffre d'affaires. 95 milliards aux États-Unis et les 5 milliards qui restent avec des filiales de ces boîtes aux États-Unis. Tes boîtes luxembourgeoises, c'est cool ce que tu fais là, tes 20 millions, mais c'est pas le sujet. Donc tu dis, il a raison. C'est moi qui ai tort parce que Mm. j'ai pas compris où on va. Donc quand tu pilotes la boîte, c'est la même chose. Tu as des collaborateurs qui comprendront sûrement pas pourquoi on fait ça. Mais c'est pour ça que tu es le patron et qu'eux, ils sont pas le patron. Est-ce qu'il t'est arrivé un jour de faire semblant que tu maîtrisais tout, alors qu'en Ah, mais fait, tous les jours, hein. tu maîtrisais rien? Mais tous les jours. Non, mais après, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux entrepreneurs et à nos team leaders, les gens qui drivent. Quand tu pilotes des collaborateurs, tu peux avoir tort ou raison, mais la personne qui te suit, elle doit ressentir que tu sais où tu vas.
Parce que c'est pour ça que tu es là où tu es. Donc, moi, je pars du principe que la direction, on sait où on va aller, la direction, elle doit être comme ça, mais si tu n'es pas capable d'expliquer à tes collaborateurs qu'on va là-bas comme ça, malgré tous les doutes que tu peux avoir ou quoi, pourquoi ils te suivront? Hein, moi, je dis toujours l'exemple, ok les gars, on va à la guerre, mais est-ce que vous êtes tous prêts à y aller, quoi? Parce que sinon, on n'y va pas. Hein. Et donc, oui, ça, c'est... Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 mois? J'ai aucune idée de Oui. où je me vois dans 5 ans. Parce que je pense que moi, ce qui me drive, c'est les opportunités. Donc, tu ne sais pas. Enfin, ma phrase préférée, c'est tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, je pense qu'il y a des directions parce que contrairement à ce que tout le monde parle, moi, je suis un peu hyperactif, hein, mais quand tu regardes tout ce que je fais, il y a quand même des lignes directrices, que ce soit dans Ah oui. l'investissement, dans le. Donc, c'est axé sur la cyber parce que c'est mon univers. C'est axé sur l'éducation et le développement des talents parce que je pense que c'est notre job de préparer les futures générations. C'est dans l'investissement parce que je pense que si on avait plus d'entrepreneurs qui soient successful, eh ben, l'économie se... Moi, par exemple, je ne supporte pas le concept de licorne. Qu'est-ce qu'on en a à faire des licornes ou de Startup Nation? Moi, je préfère quelqu'un qui monte un business profitable et qui fait vivre 10 employés et qui... Voilà, c'est bien. The DOS, par exemple. Je sais pas, il faudrait que tu me montes tes comptes, mais on n'a pas besoin de... Moi, par exemple, Elon Musk, il me fait peur. Tu vois, et j'espère que c'est pas le modèle que Bah, je voudrais qu'on ait pour plein de jeunes. justement, je rebondis sur la prochaine question. Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu aurais rêvé ou tu rêverais de collaborer? Alors, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais parce que c'est pas une réflexion que j'ai eue, Ouais. mais depuis effectivement que j'ai fait la vente, je suis dans des réseaux d'entrepreneurs et des choses comme ça. Et j'ai eu l'opportunité, alors il va peut-être être gêné, mais de visiter la luxembourgeoise, la provençale. Ok. D'accord. Et donc Georges, qui est le. Ouais. Et il m'a fait une visite un samedi matin. Pour ceux qui connaissent pas la provençale, explique ce que c'est. Ah oui, ben, la provençale, c'est en gros une des boîtes qui livre pratiquement tous les restaurants de la place. Et En produits frais, produits frais, donc fruits, viande, légumes, fruits et poissons. légumes, poissons, etc. Et donc c'est à Le Delange. Et j'étais dans un dîner où j'ai fait une présentation à la cyber et je me suis retrouvé assis à côté de Georges. Et en discutant, il me dit, bah, si tu veux, tu viens, je te fais visiter la Provençale. Donc je dis, ah ouais, cool. Donc il me dit, tu viens un samedi matin. Je dis, ok, cool. À 8h du mat. Ouais, Ok, super. cool. Ouais. Donc j'y suis allé à 8h Surtout du toi mat. qui est Qui très n'est pas du matinal. matin. Tu vois, et dans le week-end, c'est là où j'essaie de recharger un peu. Et je suis arrivé là, il était déjà en train de bosser avec ses équipes, avec un agriculteur, etc. Et on a passé 4 heures, il m'a montré sa boîte, où je pense qu'il peut t'expliquer tout dans le détail. Pourquoi c'est cette porte-là, combien il y en a en stock le jour où il y en a une qui casse. Et j'ai trouvé en fait une passion. Je me dis, putain, mais ce mec-là, ça m'exciterait de travailler avec lui, quoi. Tu vois? Et je dis, pourtant, c'est pas de la tech. Ouais. Alors que je côtoie des gens dans la tech dont le projet, c'est de faire un pot de fleurs qui parle tout seul. Tu vois? Je me dis, mais quel est l'impact de ce mec-là alors que... Il fait vivre, il a énormément d'employés. Mais c'est hallucinant. Ouais. Il a, je crois, 70 corps de C'est métiers ça. différents, Oui, tout à fait. etc. Sans Et je compter les dis, livreurs, etc., les et- sous-traitants qui fait bosser et ce derrière. mec-là, il est jamais dans la presse. Non. Moi, je suis dans tous les podcasts, je fais des articles de partout. Ce que j'ai fait n'a rien à voir avec ce qu'il a fait lui. Tu vois? Donc je me dis, il y a des gens comme ça insoupçonnés qui font tourner l'économie. Si tu vas pas les chercher, c'est pas les gens qui cherchent la lumière, mais c'est eux qu'on devrait mettre en évidence parce que c'est eux qui inspirent. Ben, tu vas m'aider à l'avoir dans ce Ah, podcast. ça. mais je pense que tu... Euh, relation client. Toi, tu es quelqu'un qui a toujours des. Enfin, à la base, c'est Ecos. Sans pas très péjoratif, mais tu es passé un mais je sales. suis Mais fier d'être... voilà, mais ceux qui ils pensent que tu es un sales à la base. Ah, Mais mais, c'est ça qui est intéressant, c'est que comment on passe d'un geek entre guillemets à quelqu'un qui est on a l'impression- alors que tu dis t'es pas sociable, tu es quand même un ovni Ah dans non, mais moi, je cette suis pas un sales. ouais. Les gens croient que je suis un sales, Ok, mais voilà, je suis pas un t'es sales. pas un sales. Xavier est un sales. Xavier est un sales. Xavier, il est capable de closer des deals. Moi, je me rappelle,
au tout début d'Excelium, j'étais en vacances au Mont-Saint-Michel. Un client nous appelle pour dire, bon les gars, c'est pas pour vous, quoi. Et pour nous, c'est un deal méga critique. Xavier, il a rappelé le mec. 2 heures après, on avait le PO dans la boîte aux lettres. Je sais que c'est un crevard au niveau marketing. C'est pas incroyable. Ouais. Qui veut toujours négocier. Il dit même en ayant quand il est en Non, mais bon- c'est pas un crevard. C'est pas un crevard. Et moi, c'est Non, ce que non, c'est une j'explique blague. à beaucoup de Je- gens. Je C'est on a toujours géré je la grossis le boîte. trait. C'était nos sous. Mais on Ah a oui. toujours géré la boîte en disant est-ce que c'est. Je prends un exemple. Ce matin, j'ai voulu acheter un œuf de Pâques. Tu vois, il faut que je le dise. Je suis allé dans un magasin où l'œuf de Pâques est à 80 euros. C'est un œuf de Pâques comme ça. Ma fille, en une demi-heure, elle a mangé. Je regarde pas habituellement. Mais là, je dis 80 euros. C'est abusé. D'accord. Ils se rendent pas compte. T'as acheté un œuf de Pâques Voilà. à 80 à ta fille. Ouais. Donc, c'est pas le 80 euros. Oui. Non, je l'ai pas acheté. Ah, tu n'as pas acheté. J'ai Oui. pas acheté. Oui. D'ailleurs, j'ai même fait mieux parce que comme j'ai des potes qui viennent au barbecue et qui veulent emprunter l'appareil photo de ma fille, je dis ramène-lui un œuf de Pâques. Mais non, mais je trouve que en fait, et c'est un peu ce qui me saoule dans les startups en ce moment, c'est on célèbre les levées de fonds. Mm. Mais la levée de fonds n'est en rien un succès. C'est le début de quelque chose. D'accord. Et ce qui est dangereux, c'est de laisser penser à l'entrepreneur que le million qu'il vient de lever, c'est pour qu'il change sa voiture, qu'il achète des nouveaux bureaux ou je sais pas quoi. Mm. C'est pour distiller et développer la boîte. Mm. Et donc, quand tu dis ça, je vois Xavier, aujourd'hui, on est dans un groupe financier dont les finances sont autre chose que Excellium, et il a la même attitude que quand c'était notre argent. C'est on dépense de l'argent pour les choses qui font du sens et pas pour les choses qui n'ont pas de sens, parce que à gaspiller, au bout d'un moment, t'es mort. Justement, là, on parle de. C'est peut-être des conseils qu'on peut donner à un entrepreneur. Si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur ou une start-up, un truc, tu dis, tiens, voici les conseils à donner. Alors moi, j'ai 2 questions chaque fois que je rentre en discussion avec des entrepreneurs, même si c'est pas lié à du financement. C'est pourquoi tu fais ça et c'est quoi ton plan d'exit. Le pourquoi tu fais ça, parce que si c'est pas clair pour toi pourquoi tu fais ça, quand tu vas commencer à prendre des collaborateurs, des execs ou des choses comme ça, si c'est pas clair dans ta tête, c'est là que vont apparaître les divergences. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir une session d'une demi-heure avec 2 cofondeurs. Je leur pose cette question-là, ils reviennent 15 jours après en disant on a arrêté. Parce qu'on ne pensait pas la même chose, sauf qu'ils se le sont jamais dit. Et deuxièmement, c'est quoi ton exit? Parce que ça aussi, il faut que ça soit clair. Tu vois, tout le monde peut avoir ses raisons. Il y en a qui veulent être millionnaire, l'autre il veut être le chef du monde, l'autre il veut être le futur Bill Gates. J'ai pas de jugement là-dessus. Mais si c'est pas clair dans ta tête, tu viens pas voir d'investisseurs, tu recrutes pas des gens. Si le projet est pas clair, pour que les gens adhèrent à ton projet, il faut qu'il soit clair. Donc si t'as pas déjà toi clarifié ça dans ta tête, tu vas dans le mur. Et donc toutes les raisons qui sont je veux être le chef, je veux être indépendant, je veux pouvoir profiter de mon temps libre. Tout ça, c'est pas la réalité. Quand tu es entrepreneur, c'est H24 pendant au moins 5-6 ans. Tu auras autant de patrons que tu as d'employés. D'accord. Moi, aujourd'hui, j'ai 200 personnes qui attendent que je prenne les bonnes décisions. Donc, tu n'es pas libre. D'accord. Quand tu es en vacances, tu lis tes mails, tu réponds à ton téléphone s'il y a des merdes, parce qu'on attend ça de toi. Donc, l'entrepreneuriat, c'est pas. C'est Pas la panacée. Non, mais moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que on a l'impression que c'est fun, Startup Nation, c'est fun, mais non. Moi, j'ai autant de respect de la boulangère où tous les matins, 7h30, je vais acheter mon croissant, où elle est là tous les matins, depuis 5h, elle a préparé son truc. C'est autant valorisant que. Et justement, revenir à la Startup Nation, quelle est la chose qui te plaît le plus dans notre écosystème et la chose qui te plaît le moins dans notre écosystème? Je pense que ce qui est agréable à Luxembourg, c'est la proximité des gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on pourrait voir dans certains pays avec des protocoles, de la politique, etc. Je pense que la taille du pays fait qu'il y a une forme de pragmatisme qui rend les choses beaucoup plus simples à mettre en œuvre. Moi, je sais qu'il y a au ministère de l'économie quelqu'un qui s'appelle François Thiel, qui a été le meilleur ambassadeur d'Excellium dans nos actions à l'étranger, parce que il a toujours répondu présent quand on avait besoin de montrer que
on faisait partie de l'écosystème luxembourgeois et je me rappelle qu'il a fait des choses, venir à des dîners juste pour montrer que il est là et pour nous c'était capital, tu vois. Ce qui me plaît un peu moins, je pense que c'est parce que je deviens vieux et sûrement un peu con, mais c'est Alors, tu vieux, deviens oui. vieux et devenir... Ouais. Non, mais ce qui me fatigue, c'est les gens qui se proclament auto-experts, tu vois, qui vont conseiller des entrepreneurs, parce que entrepreneur, c'est un peu mon domaine, et qui en fait donnent des conseils qui sont absolument pas appropriés, juste parce que c'est fun de graviter autour des startups, d'être sur les photos, etc. Moi, ce concept-là, TikTok, ça me saoule un petit peu. Alors, c'est paradoxal parce que chaque fois qu'on me demande si je veux bien participer à un article ou à un podcast ou à une conférence, je le fais. Mais c'est parce que tu sais pas dire non. Non, c'est parce que je pense que ça me donne l'opportunité d'exprimer les choses Ouais, mais tu sais sans pas dire non. filtre. Oui, c'est vrai que... Enfin, je te donne... Enfin, quelle est la dernière fois où tu as dit non? Ce matin, ma femme, quand Ah. elle m'a demandé si je pouvais faire un chèque. Non, Non, mais c'est vrai. Mais... Oui, c'est vrai. Mais parce que j'ai un problème avec le temps. Par contre, en marketing, tu dis ça va, tu dis facilement non. Je te le dis. Oui, mais sur parce les que opérations. ton marketing, il est à chier. Tu vois, c'est ça le concept. Non, mais moi, On va couper ça. On va couper. j'ai toujours l'impression que j'ai un problème avec le temps, moi. Oui. Tu vois, déjà, je suis un procrastinateur devant l'éternel, ce qui me pose beaucoup de problèmes dans mon doctorat actuel, tu vois. Mais Oui, parce que ouais, ça aussi. En ce moment, t'as un diplôme d'ingénieur, t'as continué des études, t'as fait. Explique-nous, parce que moi, je sais, non, mais moi, je pense que c'est une maladie mentale, hein, mais moi, j'ai toujours besoin. Je m'intéresse à 3 milliards de trucs et j'aime aller en profondeur. Donc, effectivement, j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Puis j'en ai fait un deuxième parce que je voulais avoir une compréhension plus précise de la finance et de la cyber. Puis après, comme je me suis intéressé à la cyber, j'ai fait un truc sur la criminalité organisée. Puis quand j'ai ouvert mon capital à des investisseurs, comme je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient, j'ai fait un master sur le merge acquisition. Ouais. C'est HEC? Non, ça c'était encore avant. Okay. Ah oui, ok. Après, j'ai fait un executive MBA parce qu'effectivement, je trouvais que j'avais un peu plafonné. Je crois que j'ai 7 masters ou un truc comme ça. Et je donne cours depuis... donc, je suis professeur associé depuis quelques temps. Et en fait, je me suis aperçu que donner des cours, c'est vachement plus difficile que d'être vendeur ou pre-sales comme je le suis. Et donc, j'ai voulu creuser ce sujet-là par une partie académique. Et en fait, je crois que c'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait parce que autant l'exec MBA ou les choses comme ça, c'est pour des profils, tu y réfléchis, tac, tac, puis au dernier moment, tu mets un coup de bourre, tu livres. Un PhD, c'est un sujet que tu vas creuser, tous les jours tu y penses, tu re-challenges en permanence, donc il faut y travailler tous les jours. Et moi, j'ai pas cette discipline. Et donc, je pense que j'ai 2 ans de retard là, sur ma thèse en ce moment. Et la dernière fois que le superviseur du programme a fait un point de revue avec mon superviseur de thèse, je m'étais dit, c'est bon, ils vont me couper la tête, ils vont me dire, Christophe, sympa, mais t'as pas le temps, on sort du programme. Et mon superviseur de thèse dit, non, moi j'ai confiance en Christophe, il va délivrer tout ça. Et donc je dis, bon, ben, ok Christophe, on te donne le go, tu peux continuer. Et puis là, je leur ai dit, vous savez, moi à votre place, je me serais viré, quoi. Mais en fait, je trouve ça passionnant parce que j'ai vu que ça a changé déjà mon style d'enseignement. Ça te permet d'être un peu plus... cette réflexion académique, même si elle est compliquée pour moi, parce que moi je suis un mec de pragmatique et plutôt un practitioner. En fait, quand tu prends tes décisions basées sur des faits et sur des choses concrètes, ça te permet d'être beaucoup plus à l'aise avec tes choix. Alors que moi, je travaille essentiellement à l'instinct historiquement, quoi. Et je trouve que c'est passionnant, en fait. C'est passionnant. Maintenant, concernant un peu ton passé, si tu avais un conseil à donner au Christophe adolescent, ce serait quoi? Déjà, je regrette rien. Alors, c'est exagéré peut-être, je regrette 2-3 trucs. Je pense à une certaine... Plus passer une certaine copine. Non, mais souvent on me pose la question, je discute avec des mecs qui disent « Ah putain, si j'avais su, j'aurais fait ça. »
Je dis d'accord, mais Xavier et moi, on a été capable de créer Excellium parce qu'avant, on a travaillé pour plein d'autres boîtes oui. et on a appris plein de trucs qui nous ont permis de ne pas faire les mêmes erreurs. Donc je pense que, de toute façon, un, tu ne peux pas réécrire le passé, et deux, il faut en faire une force plutôt qu'autre chose. Donc bien évidemment, avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui, je recommencerai, je ferai une boîte que je vendrai vite pour avoir un premier capital et me relancer. Mais c'est une présentation que j'ai faite il y a quelques temps, hein. L'âge moyen des entrepreneurs successful aux États-Unis, c'est 42 balais. C'est pas 24. Ah. Tu vois. Donc, quand tu vois ça. J'ai 42 ans. C'est Ouais. le moment, je crois. C'est le moment. Ouais. Mais, bon, après, il y a des exceptions. mais ce que je veux dire par là, c'est. C'est le moyen en plus. Hein. Oui, c'est une moyenne. Mais la beauté d'aujourd'hui, c'est que tu peux la barrière à l'entrepreneuriat dans notre domaine tech, elle n'existe plus. Mais ça en fait la difficulté. Parce que tout le monde peut faire un truc avec de l'IA aujourd'hui, sauf que si 90% de ce que tu fais, c'est dépendant de ChatGPT, tu n'as rien créé. Moi, aujourd'hui, dans l'activité d'investisseur que j'accompagne, tous les mecs qui viennent avec des trucs sur l'IA, ça ne nous intéresse pas. Justement, c'est quoi qui t'intéresse? Ben, c'est comme tout. En fait, j'apprécie ce métier-là parce que c'est comme on a fait chez Excellium, c'est-à-dire c'est quoi les besoins des clients, c'est quoi les problématiques. Est-ce que ce que tu amènes là règle un problème, apporte une solution? Si c'est pas le cas, c'est cool, mais c'est pas un sujet. Une question qui n'a rien à voir. Comment tu as vécu le Covid? Ah ben ça, je peux... J'ai vécu le Covid avec le fait qu'il fallait sortir 180 salaires à la fin du mois et que tu savais pas de quoi aller faire demain parce que tous tes clients avaient annulé toutes les prestations. Donc je peux t'assurer que j'ai passé une bonne partie de cette période sur les toilettes. Et puis deuxièmement, je l'ai pas mal vécu parce que moi, dans l'adversité, je vois des opportunités. Donc je suis quand même assez à l'aise avec ces situations un peu tendues. Mais je me suis dit, ça change quand même beaucoup de choses. Je me suis dit, est-ce que ça va persister? Tu vois, on avait dit le monde d'avant. Et puis en fait, tu vois que on n'apprend rien de nos erreurs. Comment si, le télétravail est apparu. Oui, d'accord. Et alors? Et justement, est-ce que c'était bien? Ah ben... Alors, je prends un concept, là, parce que j'encadre des étudiants qui sortent et qui vont faire leur stage en entreprise. Certains me disent, Monsieur Bianco, est-ce que je peux faire mon stage en télétravail parce que la boîte me l'autorise? Je dis, mais on est des animaux sociaux. Tu fais ton stage dans une entreprise, c'est pour apprendre. Si tu le fais dans ta chambre, enfin... Et sauf qu'on a laissé croire aux gens que tu peux travailler de la maison, mais pas tout le monde sait travailler tout seul de la maison. Donc je pense que là, encore une fois, comme le Happiness Officer Trend et des choses comme ça, on fait penser des choses à des gens qui ne sont pas la réalité. D'ailleurs, petit détail, toutes ces boîtes Microsoft & Co là, qui avaient dit 100%, c'est les premières aujourd'hui à interdire le télétravail. C'est ça. Et justement, est-ce que tu ne penses pas que être contre le télétravail, c'est pas un truc d'entrepreneur, non, ou de vieux con, ouais. Oh. Moi, je suis pas vieux, je suis pas con, et pourtant je suis contre. Ouais, je suis pas d'accord avec tes affirmations, mais non, mais moi je pense qu'il n'y a pas à être pour ou contre, d'accord? Moi, le premier, il y a des après-midi, je sors du bureau parce que j'ai besoin de m'isoler. Oui. Mais je suis tous les jours au bureau parce que en tant que patron, je veux sentir l'entreprise, je veux sentir les problèmes, je veux être là quand il y aura des trucs. Quand mon collaborateur, là, il a un problème, s'il passe dans mon bureau et qu'il voit que je m'appelle Casper le fantôme, mais il va dire, mais pourquoi moi je vais me lever l'os alors que lui, il est à la maison, quoi, tu vois. Donc, je pense que c'est pas comme ça. Maintenant, je pense que ce qui est dangereux, c'est de faire penser aux gens que télétravail, c'est la fête, l'entrepreneuriat, c'est la fête, etc. Parce que quand après ils s'aperçoivent que c'est pas ça la réalité, tu crées des générations de gens désabusés. Tu vois. J'ai suivi récemment un cours sur le coaching. Tu vois, parce que j'ai l'impression que dès que les gens ont un problème, ils deviennent coach après. Tu vois. Et c'est souvent des gens qui ont... Ouais, bref, ouais. Bon, soit. Ouais. Donc je me suis dit, il doit y avoir un truc que je ne comprends pas, parce que moi j'ai essayé avec Patrick là, une formation de coaching, et on a arrêté le jour où la personne qui nous donnait cours voulait nous amener danser, faire de la peinture sur une plage en Grèce. On s'est dit, oh putain, c'est une secte, c'est pas... Mais
Ce que je constate, c'est donc c'était à l'INSEAD, donc c'est pas une école ou un truc un peu chelou. Et le mec, il nous explique que le nombre de gens qui s'inscrivent dans les formations de coaching explose, ou les gens qui demandent du coaching explosent. Et donc, je pose la question, je dis, mais d'après vous, pourquoi? Et en fait, sa réponse a été de dire aujourd'hui, pratiquement toutes les boîtes sont drivées que par le pognon et la performance. Et donc, en fait, les gens sont paumés parce qu'il leur manque tout le reste. L'humain. Alors, l'humain, c'est peut-être un grand mot, Ouais. mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais aller au-delà de ce que j'ai à faire? Parce que sinon, ça fait de toi un hamster dans une roue qui s'arrête jamais. Et donc, je pense que c'est pas les valeurs ou c'est pas le sens, mais les gens, ils doivent comprendre. Enfin, moi, je considère, et avec Xavier, on a construit Excellium comme ça, où les gens savent pourquoi ils sont là, puissent mesurer que leur contribution, elle est appréciée, que, tu vois, qu'ils fassent partie de quelque chose, et pas juste que ils améliorent les bits, quoi. Maintenant, on va parler, on va aller, on a bientôt terminé, mais il y a 2, 3 questions plutôt tech. C'est quoi ton ressenti via l'IA, les opportunités et les risques que tu y vois? Alors ça, c'est aussi un de mes sujets de sensibilisation. D'ailleurs, à cause de toi, je suis passé sur RTL là, avec Ouais. une vidéo de bodybuilder. Mais T'avais un sacré corps quand même, hein. merci. Mais c'est mon CTO qui m'a Ah fait ouais. cette vidéo-là avec une application de réalité virtuelle. C'était avec quelle application? Alors, c'était pas Let's Ah, AI, mais ouais. c'était avec Momo, je crois. Ok. Mais bon. Voilà. Ok. Non, mais encore une fois, pour moi, en plaisantant, quand je suis dans des environnements avec des décideurs, je dis c'est grâce à l'IA que je pourrais devenir encore plus millionnaire. Hmm. Parce que tout le monde utilise ChatGPT, pratiquement personne ne sait comment ça marche. Tout le monde trust ce qui sort de ça, d'accord? Je trouve que on commence à avoir aussi une forme d'abrutissement intellectuel ou peut-être de paresse intellectuelle, c'est-à-dire au lieu de réfléchir, tu tapes ton prompt. Et d'ailleurs, Microsoft vient là aussi, encore une fois, tu vois, je disais sur le télétravail où ils reviennent, mais là, ils viennent de sortir un papier de recherche qui démontre que la paresse intellectuelle des utilisateurs de ChatGPT qui, au lieu de réfléchir, commencent à taper un prompt pour avoir une réponse. Tu vois. Et donc, je pense que le risque que l'on a, déjà sur la productivité, tu vois, parce que c'est l'argument phare là, ça va remplacer le job de tout le monde et ça va améliorer la productivité. Moi, je pense que ça va remplacer le job de mecs comme moi, tu vois, qui passent 3 jours par semaine à faire des mails. Donc, ma valeur ajoutée, elle est nulle. D'ailleurs, je lisais un papier de l'Harvard Business School qui dit que sur les 20 dernières années, la productivité des cols blancs, c'est-à-dire nous, elle est nulle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de productivité ou que la technologie n'a pas... Mais en fait, ce gain de productivité a été compensé par de la non-performance ou de l'inutilité. Et moi, je prends l'exemple, sur une semaine, je dois passer 2 jours et demi à faire des mails. Je dois passer au moins 2 jours dans des Zoom conférences ou des Team conférences où en fait c'est Teams maintenant qui décide quelle est la durée d'un meeting. Hein, regarde chez toi, pourquoi par défaut maintenant tous les meetings durent 1 heure? Parce que quand tu crées un Teams, par défaut c'est 1 heure. Et sauf que comme on est des animaux dociles et lazy, ben, comme par hasard tous les meetings durent 1 heure. On va faire un nouveau concept. Je vais faire un truc où j'ai des meetings, je prendrai 33 minutes par exemple. Non mais moi c'est ce que je recommande. Ah, c'est une bonne idée. Je recommande, je dis mettez 45 minutes. Ouais. 45 minutes, tu vas voir que ça crée du stress aux collaborateurs en disant oh, on n'a que 45 minutes, soyons efficaces. Tu vois. Donc l'IA, moi je l'utilise, je paye même les 200 € par mois là, à ChatGPT pour avoir un abonnement premium. C'est même pire parce que j'ai 2 abonnements, donc je paye 220 € là. C'est 200, je crois que c'était 20 €. Non, tu as 20 €, mais pour ceux qui font de la recherche, par exemple, tu as Deep Research ou quoi, c'est 200. Donc moi je l'ai pris parce que ça me sert tous les jours. Tous les jours, je l'utilise pour plein de trucs. Mais je trouve que si tu l'utilises sur des domaines que tu ne maîtrises pas et que tu le trustes, ça ressemble à la vérité, ça a l'air super bien écrit, mais quand tu creuses, il y a des problèmes. Donc moi, je l'utilise pour mon brainstorming, pour structurer les choses. Des fois, je l'utilise. L'autre jour, ma fille vient me voir, elle me dit « Papa, je fais une fresque sur la Révolution française.
J'ai dû chercher les 10 plus grandes dates de la Révolution française. Regarde, tu peux me dire si c'est bien ça? Tu vois, toi, tu étais papa, quoi. Tu vois, tu as quand même vendu une boîte. Tu peux pas dire, chérie, je sais sais rien. pas. Donc tu dis, attends, je finis de déjeuner, reviens me voir dans 20 minutes. Tu vois, toi, tu fais ChatGPT, c'est quoi les 10 plus grandes dates? Et puis quand elle revient, tu compares. Ah, mais là, tu as oublié celle-là. Tu vois? Et là, elle me dit, oh, papa, qu'est-ce qu'il est fort, papa. Tu vois. Voilà. Mais, Bah, donc, elle connaît ChatGPT. mais bien sûr, tout le Moi, monde le mien a l'utilise. 8 ans, il Mais utilise regarde, ChatGPT. dans ton truc TNT Teens, là, il y a Ouais, 15 c'est un jours, titre, ouais. d'accord? J'avais un petit jeune, là, je pense 12 ans. Donc je pose ma première question, parce que le but, c'était l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est elle qui vous utilise ou c'est vous qui l'utilisez? Et le gamin, il me dit, mais moi, j'ai fait un test de maths et j'ai eu 18, mais c'est ChatGPT qui l'a fait à ma place. Tu vois? Donc je dis, OK. Et donc, t'en tires quoi? Tu vois? Parce que le jour où tu auras vraiment besoin des compétences que tu as fait dans l'exercice, c'est que tu les as pas. Tu vois? C'est comme là, je vois toute la population des mecs sur LinkedIn là, qui t'expliquent comment tu deviens millionnaire, tu vois, Ouais, c'est parce ça. qu'eux, ils sont devenus millionnaires. Je me suis dit, mais si t'es millionnaire, qu'est-ce que tu fous sur LinkedIn encore à vendre des trucs à 10 euros là? Et les mecs, ils t'expliquent que les posts qu'ils font, en fait, ils vont chercher les thèmes avec de l'IA, ils le font écrire par l'IA, et après, ils font gérer les réponses par l'IA. Tu dis, mais quel est l'intérêt que je te suive? Tu vois, moi aussi, j'ai ChatGPT. Il fait ça que pour gagner de l'argent. Mais enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Donc, pour moi, l'IA, ça va être un outil comme un autre. Ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont apprendre et comprendre à le maîtriser. Moi, par exemple, là, ce que je veux former mes collaborateurs à l'usage de ce type de techno. Tu vois, et je prends un autre exemple. Si tu te rappelles, quand ChatGPT est sorti, Sciences Po a dit, on l'utilise pas à Sciences Po, c'est Oui, interdit. je me souviens. Moi, ma fille, elle est à l'ISL à Luxembourg. Elle a 14, l'année passée, elle avait 14 ans. Il y a un module qui s'appelait Comment mieux apprendre avec ChatGPT. Tu vois, Ah entre oui. les deux options. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on voit, nous, dans la cyber? C'est qu'aujourd'hui, si tu dis que tu utilises ChatGPT, certains se disent, oh, mon patron va trouver que je suis nul et que j'ai besoin de ChatGPT. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ChatGPT à la maison, Et ça, avec les données de la boîte. Donc, pour nous, il y a bon banania, parce que ça va créer plein de problèmes de sécurité, de data leak, etc., juste parce que on n'a pas accompagné les collaborateurs à l'usage de ces technos. Tu vois? La tendance IA. Maintenant, un autre point, les cryptos, la crypto-monnaie. Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne, auquel tu t'intéresses, ou dans lequel tu as Non, mais investi? je m'en intéresse parce que je suis un ingénieur à la base. J'ai investi et j'ai tout vendu il n'y a pas longtemps. Euh, et en fait, j'ai du mal à comprendre parce que pour moi, quand je prends ma casquette, j'ai toujours investi en bourse, etc. Ça m'a toujours intéressé. Et donc, j'étais parti sur ce créneau-là. Mais en fait, sur les cryptos, j'avais un problème de... C'est quoi le sous-jacent? Pourquoi une crypto va prendre de la valeur ou pas? Jusqu'à ce que j'organise pour mes collaborateurs des formations sur l'investissement. Et j'ai fait venir quelqu'un que tu connais, hein, Laurent Kratz, Oui. qui lui a expliqué sa vision de la crypto. Tu vois? Et là, je trouve qu'il nous a fait une explication qui est, pour un profil d'ingénieur, il m'a parlé. C'est-à-dire Oui. que quand tu lui dis comment tu choisis les crypto-monnaies dans lesquelles tu investis, déjà, c'est pas des crypto-monnaies, c'est des crypto-assets. Mais lui, il dit, en fait, moi, je regarde les repositories, les GitHub de ces projets-là, et je regarde le nombre de gens qui travaillent sur ces projets-là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, s'il y a beaucoup de gens qui compilent, font du code, etc., ça veut dire que ce crypto-asset, il est utilisé. Et en fait, c'est quoi qui fait la valeur d'un crypto-asset? C'est le fait qu'il fasse fonctionner une blockchain, et c'est ça qui donne sa valeur. Donc, quand tu as cette lecture-là, c'est différent de dire notre camarade Trump qui lance sa crypto-monnaie, tout le monde l'achète, hein, jusqu'à ce qu'elle monte, et puis boum, pump and dump. Et tous les mecs comme toi et moi qui comprennent rien, ben, ils rentrent à la maison une main devant, une main derrière, et puis tu as deux, trois mecs qui font jackpot. Donc, quand en plus tu vois tous les influenceurs là, qui nous expliquent comment devenir millionnaire avec la crypto-monnaie, moi, c'est des warnings, ça. Donc, moi, je suis assez distant de ça. Je suis un mec assez pragmatique et rationnel. Je pense qu'il y a... La technologie est intéressante. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un de... Le buzz, hein, rappelle-toi quand tu voulais que je fasse des trucs dans ton avatar et ton Métaverse. métaverse, les NFT, des choses comme ça. Il y a sûrement des choses intéressantes à faire, mais
C'est trop tôt encore. Mais c'est comme l'IA, c'est-à-dire, tu as le comportement des moutons. Tu vois, c'est ce que d'un point de vue investisseur, quand tu vois l'argent qui a été investi en IA aujourd'hui, et quand tu vois quel est le return qu'il faudrait, c'est impossible. Donc, il y a des mecs qui alimentent des spéculations. Il y a une bulle actuellement. Mais bien sûr. Parce que le problème que... Si tu regardes, là, tous les gens qui sont dans l'IA, ils t'annoncent « Ouais, moi, j'ai tant de croissance. » Oui, sauf que regarde comment ça se passe, toi. Moi, j'utilise ChatGPT, mais je suis tellement paresseux que je reste là-dessus. Mais tu as des mecs qui passent de ChatGPT à Claude, à Perplexity, à Entropy, en fonction de chaque release, parce qu'ils trouvent des trucs. Donc, ça veut dire, OK, tu as plein d'utilisateurs qui ont acheté ton service, mais du jour au lendemain, ils changent. Tu n'as aucune barrière à l'entrée, aucune barrière à la sortie. Donc, en fait, ce que tu as, c'est virtuel. Tu vois, c'est comme les mecs qui disent moi, j'ai une licorne qui vaut 4 milliards. Non, tu n'as pas une licorne qui vaut 4 milliards, mec. Le jour où tu la vendras et que tu auras vendu 4 milliards, là, tu auras une boîte qui vaut 4 milliards. La valorisation d'une boîte, ça vaut que dalle jusqu'à ce que tu aies vendu. Hein. Et je me rappelle, moi, en 2006, j'ai suivi un cours à Babson College sur la valuation des boîtes. Et donc là, on était comme des lapins. Là. C'était le mec qui avait créé ING Direct, tu vois. Et le mec, il t'explique tout ça. Et petit à petit, tu comprends que, vu les infos qu'il a, il devait être dans le bord de tout ça. Et la question qu'on avait à la fin, c'est quoi la valeur d'une boîte tu vois. Et c'est le sujet dans les écosystèmes startup. La valeur d'une boîte, c'est ce que le mec qui la rachète est prêt à payer. Est-ce que tu trouves que des fois, les apparences sont parfois trompeuses? Je vais te donner un exemple. Là, depuis tout à l'heure, on discute. Jamais j'aurais pensé... T'es un gars qui avait 7 masters. T'as l'air... qui a fait des études intelligentes. Tu croyais que je venais comme toi de Famec ou Fontois? Non, pas du tout. Alors, moi, pas du tout. Déjà, je viens de Longwy, déjà. Longwy, oui, c'est encore pire. Alors, non, mais certainement, ça, c'est un point, mais je plaisante, mais c'est quand même important. On en parlait tout à l'heure, hein, les apparences, où des fois, on a des a priori sur des gens, etc. et tout. Comment toi tu vois, comment tu penses que les gens te perçoivent ou t'ont perçu? Où est-ce que tu as vu ces changements justement évoluer? Où est-ce que tu penses que tu as changé? Est-ce que tu penses que tu étais con avant et au final tu es devenu de moins en moins? Ah non, je pense que je suis toujours con sur plein de sujets. Non mais après, c'est attention, je dis ce gros mot. Désolé, parce que d'habitude j'en dis pas. Moi non plus, mais comme tu l'as dit, il faut que j'utilise le même style. Pardon Gabriel, pardon mon fils, je t'ai dit. Voilà. Non, mais après, je pense que ce qui est dangereux, c'est de vivre dans les yeux des autres. Tu vois. Moi, je sais que je suis tellement... je n'ai pas utilisé le mot grossier, mais malade mental, que des fois, ça me plaît de sentir que je fais chier les gens. Tu vois. J'ai même, à de multiples reprises, proposé à des gens qui me proposaient un projet, de dire, écoute, je ne vais pas le faire, mais tu sais, va en face, va voir Patrick Ita, là, et tu lui dis, Christophe, il est prêt à faire ça avec nous, juste pour que le mec, il dise, non, je veux le faire à moi-même. Ça me fait plaisir, ça, tu vois, de manipuler ces trucs-là, mais... non, mais je pense que... Enfin, ça veut dire quoi être con? Ça veut dire être pas aligné avec l'autre. Donc, moi, il y a plein de côtés de ma personne, oui. Mais est-ce que tu penses que tu as changé? Tu changes parce que les expériences de la vie te font apprendre des choses. Donc après, la différence, c'est est-ce que tu apprends ou est-ce que... Tu vois, moi, j'utilise toujours la même citation à mes étudiants d'Einstein qui dit la folie, c'est de recommencer les mêmes choses et d'espérer un résultat différent. Tu vois. Donc après... le problème, c'est pour des populations comme nous, chrétiennes, latines, la flagellation, c'est quand même un sujet qu'on aime bien, tu vois. Mais donc moi, c'est marrant parce que là, je suis rentré dans un programme de senior leadership développement chez Thales où j'ai fait des assessments là. Et hier, on avait un débriefing de mes assessments. Effectivement, quand tu vois mon profil, tu te dis putain, le mec, il y a des trucs à bosser, quoi. Tu vois. Mais je me dis, moi, j'ai 53 balais. Tu vois, donc il y a des choses j'ai pas envie de changer, quoi. Je sais que je devrais, mais par exemple, par exemple, un truc que je sais pas faire, c'est si tu me saoules, tu vas le voir dans mes yeux, quoi, direct. J'ai fait zéro effort à essayer de. Donc là, on m'a appelé il y a 3 jours, j'ai fait une photo avec un événement.
Et la personne me connaît, elle me dit, putain, quand j'ai vu la photo, j'ai vu que ça te faisait chier Ouais. d'être sur cette photo. Et j'arrive pas à... Ah, dans le visage, ouais, ça c'est... Voilà. Donc ça, le seul truc que je suis prêt à travailler, et c'est le sujet de ma discussion avec la consultante en question, c'est que dans mon attitude, parfois, et très souvent vis-à-vis de mon entourage personnel, mon attitude peut être blessante. Par exemple, moi, je suis quelqu'un d'assez cynique, tu vois. Et moi, pour que tu me fasses changer un comportement, il faut que, tu vois, que ça me fasse mal. Ou que je me dise, putain, il a raison, l'enflure, quoi, tu vois, je vais changer. Tu vois. J'ai eu la même discussion ce matin avec mon coiffeur, où le mec, il a arrêté de fumer du jour au lendemain, parce qu'il y a un Parisien qui lui a dit, mais t'es un gros con à fumer, ça sert à rien de fumer. Et le mec, ça l'a vexé, tu vois, parce qu'il a une faible estime du mec en question, ça l'a vexé, du coup, il a arrêté de fumer. Et tu dis, mais tu vois, c'est quand même fort de café de t'arrêter de fumer parce qu'un mec que tu estimes pas te l'a dit. Tu vois. Donc moi, je sais que j'essaie de faire changer des comportements. Par exemple, les gens qui me connaissent, quand je te parle plus, c'est mort. C'est-à-dire que j'estime que ça sert à rien que je te parle. Je suis allé au bout de ma patience. Je te ferai plus de remarques, même si ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Parce que Mais du coup, je suis fatigant parce que je suis derrière toi sans arrêt et je fais des remarques pas très malines des fois. Tu vois, parce que je me dis, si je mets Avec un humour qui est le mien, un peu nul, quoi. qui est le mien, voilà. Donc, moi, je l'aime bien, parce que c'est le mien. Mais, et donc, je me suis aperçu avec le temps, et mes collaborateurs le savent, des fois, il y en a qui viennent, ils disent, Christophe, tu vois, quand tu as dit des trucs sur mes cheveux, là, ça me gêne parce que c'est sensible. Alors que tu as dit ça, c'est une blague qui était... Non, mais moi, je la trouvais marrante. Ouais. Tu vois, et puis c'est peut-être mon côté aussi showman, voilà, le mec qui est on stage. Mais là, tu vois, je me dis, c'est vrai que c'était pas bien malin ce que tu as fait, parce que c'est blessant, quoi. Sur les 30 investissements que tu as fait, est-ce qu'il y en a un où tu dis ça te saoule, quoi? Ah ben oui, mais enfin, moi, j'ai de plus en plus cette pensée de dire les bons entrepreneurs, ils n'ont pas besoin de moi, et les mauvais, de toute façon, ils m'écouteront pas. Donc, je ne suis pas sur leur dos. En fait, s'ils ont besoin de moi, on a un WhatsApp, ils m'appellent, j'essaie de l'aider. S'il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de moi. C'est sa boîte, c'est pas la mienne. Et il y en a avec qui, justement, tu n'as plus envie de parler, là? Ah oui. Mais j'ai même trouvé que dans cet univers où on a fait croire aux entrepreneurs que l'argent est gratuit, des fois, c'est quand tu coupes le robinet que les mecs ils deviennent meilleurs, tu vois. Moi, j'ai des mecs qui m'ont appelé, ils me disent, Christophe, tu peux payer mon abonnement Amazon parce que j'ai pas d'argent. Je dis, va trouver des clients. Je suis un investisseur, je suis pas... Et donc, si tu fais pas ça, le problème, c'est que tu les aides pas, en fait. Et tu as appris à changer là-dessus? Parce qu'au début, peut-être que tu disais oui. Non, mais parce que je dis ça, mais si le mec, il me l'envoie 3 fois, je vais lui payer son abonnement Amazon parce que je me dis, putain, le mec, il est dans la merde. Mais tu essaies quand même... Ouais, moi, ça me coûte 800 €. Lui, c'est 6 ans de sa vie qu'il fout en l'air. Donc, mais je trouve que c'est pas de les aider des fois de ne pas les mettre en face de la réalité. D'ailleurs, je pense qu'il y a toute une série d'entrepreneurs qui considèrent que je suis un gros con, qui pensent qu'il est arrivé, parce que dans toute une série de jurys de start-up, on me fait venir pour mettre un peu de réalité, de cash sur des rêves inappropriés. Et c'est là où ça revient à ce que je te disais. Des fois, je fais des remarques à des entrepreneurs, je me dis, ok, t'es content de toi, mais tu aurais pu peut-être le faire différemment pour que le mec, il sorte de ça avec quelque chose et pas juste impacté parce que tu lui as mis un low kick, quoi. Donc, mais je pense qu'on n'aide pas les gens à leur faire croire. Moi, par exemple, ce que je dis aux entrepreneurs que je finance, une fois que je t'ai financé, je veux plus te voir dans un événement start-up. Oui, c'était justement. T'as Alex, autre chose à faire. si tu vois dans le podcast avec Alex, il expliquait que l'erreur qu'il avait faite lui, c'était de croire que. Oui, je me rappelle. Il expliquait être dans les potes, enfin être justement dans la lumière et c'est tout, alors que derrière tu il dois fallait aller chercher des clients. Chercher les clients. Oui, tout à fait. Parfait. Il me reste encore 2 questions. Qu'est-ce que tu penses que ton entourage dirait de toi si tu n'étais pas dans cette pièce? Alors, ça dépend à qui tu poses la question. Si tu poses la question à ma mère... Alors, ta mère. Pose-la d'abord. Ta mère, elle dirait quoi? Qu'on a trouvé qui est Dieu, quoi. Elle t'aime tant que ça? Non, mais je pense que ma mère, elle est... elle manque de vigilance dans son appréciation de l'animal. Et elle est marseillaise, je crois, non? Non, elle n'est pas marseillaise. Mais par exemple, ma mère est à son 5e ou 6e mariage, tu vois, par exemple. Donc, elle a manqué de vigilance un paquet de fois. Mais
Non, mais en fait, je pense que pour 98% des gens, je m'en fous de ce qu'ils pensent de moi. Les gens que j'apprécie, par contre, effectivement. Là où je suis peut-être pas bon, c'est... là, je viens de passer une semaine safari photo avec ma fille de 16 ans. J'ai découvert une qualité de relation qui n'était peut-être pas celle que j'avais avant, tu vois, là, tu sors de la semaine où tu dis, je suis quand même un gros con, il y a des trucs à travailler, quoi, tu vois. Donc après, dans ce monde du paraître, je pense que ce qui est compliqué pour les gens... moi, par exemple, les gens qui viennent me dire, ah putain, super ce que tu as fait là avec Célium, ça me gêne, parce que j'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai juste bossé comme un malade, j'ai eu la chance d'avoir les bons collaborateurs, on a saisi les bonnes opportunités. Voilà, T'as pris des risques, parce qu'on n'est pas rentré dans l'histoire de la vente, que je connais un petit peu, oui, etc. mais si tu prends pas de oui, risques, tout à mec, fait. voilà, c'est la vie. Après, il faut être sûr que quand tu prends un peu trop de risques, il y a des mecs qui sont là pour te rattraper par la culotte ou des choses comme ça. Mais moi, je considère pas que j'ai fait des trucs exceptionnels. Donc, T'as eu des gens qui t'ont justement rattrapé par la culotte, ou des gens des mentors, parce que des gens ah qui oui, te oui, j'en ai conseillent. eu. Qui par exemple, parce que... Mais, en fait, c'est marrant. Je parlais de Monsieur Courteau là, qui est décédé. Alors, c'est étrange, mais lui, par exemple, ça a été un modèle pour moi de ce que je voulais pas être. Ouais. Tu vois? Donc, tu peux avoir des modèles positifs ou négatifs. Et je pense que tes modèles, tu vas les chercher ou tu es attentif à ceux qui comblent des faiblesses que tu as. Moi, par exemple, j'ai des modèles qui sont des mecs qui réussissent à avoir une vie de famille fantastique, avec plein de gosses, et tu vois, ou la valeur famille, parce que moi, je ne l'ai pas eu. Tu vois. Et c'est là où je dis beaucoup de choses que l'on fait sont liées à ce qu'on a vécu quand on était jeune, nos parents, nos origines, notre éducation. Et le problème de ça, c'est que ça te met dans des couloirs et dans des trucs qui sont pas nécessairement les bons. Donc, et arriver à en sortir, c'est compliqué tant que t'as pas quelqu'un qui t'a fait toucher du doigt. Tu vois, moi, ma collaboratrice est allemande, je la reprends sans arrêt quand elle fait des fautes en français. Tu vois. Et donc, un jour, on a eu cette discussion, c'est dire, je me moque pas d'elle. Mais si tu regardes dans un monde d'aujourd'hui, personne ne te fait des remarques que tu fais des erreurs. Donc si personne te dit que tu fais des erreurs, tu changes pas. Après, il y a le bon niveau de... tu vois, Oui, si on voilà, dit toutes les faut deux ça dire, secondes, tu ouais. fais la merde, c'est chiant, mais je pense qu'il y a... Si tu le fais avec de la bienveillance, Tout à fait. tu vois, moi j'essaie aujourd'hui de temps en temps de prendre des collaborateurs et de dire, tu vois, là, c'est bien ce que tu as fait, mais ça et ça, c'est ça que je vois, tu vois. Donc là, tu as de la chance, je te connais, hein, mais si demain je suis plus là, ce que tu as fait là, t'es mort, t'es C'est grillé. ça. Donc, je pense que ce côté un peu bienveillance dans le business, c'est compliqué, hein, parce que tu as quand même des gens qui pensent qu'à eux. Mais c'est ça qui nous fait grandir. Donc, moi, je dis, il faut pas avoir des modèles, parce qu'un truc qui me fait peur, c'est la religion. Tu vois, les mecs qui croient ou qu'il y a un Dieu absolu qui dicte des règles, ou quand moi on vient me voir et dit Christophe, qu'est-ce que je dois faire? Ah, mais j'en sais rien, mec, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Moi, je peux te dire ce que j'ai fait et ce que je pense, mais après, c'est ton projet, c'est ta vie. Pour ça que mon sujet actuel, c'est la gouvernance des startups. Parce que tu as plein d'investisseurs qui veulent expliquer à l'entrepreneur ce qu'il doit faire. Mais c'est comme dans mon projet, si tu sais ce qu'il faut faire, ben crée ta boîte. Tu vois, c'est son projet au mec, il a le droit de faire des erreurs. Tu as mis de l'argent, mais ça ne te donne pas les droits de quoi que ce soit. Tu es là pour l'accompagner. Et moi, j'ai eu du bol d'avoir de super investisseurs qui m'ont fait grandir. Mais ils m'ont fait grandir avec, pendant 4 ans, tous les vendredis matins, 1 heure où je me faisais asticoter. Tu vois. Et quand on a fait l'exit, où ils ont pris 64 millions de capital gain, le mec, il m'a expliqué pourquoi il a fait ça. Parce qu'il m'a dit, je me rappelle, chaque semaine, c'était la même chose. Il me dit, mais là, cellule E64, pourquoi maintenant c'est à 12 alors qu'avant c'était à 24? Et là, tu dis, mais putain, c'est quoi cette cellule tu vois. Et donc, toutes les semaines, le mec, il arrivait à pointer un truc que tu maîtrisais pas. Sauf que quand ils sont partis et que tu as laissé arriver, je savais expliquer dans le détail ma boîte, je savais dire où on va finir dans 2 ans, et on l'a fait, etc. Parce que leur attention, c'était de dire, on a essayé de te rendre sensible à ce qui était important, et te rendre autonome. Et une fois que tu maîtrises ça, on a confiance en ce que tu fais. Tu vois. Et donc, je trouve que c'est ça qui est compliqué
Parce qu'aujourd'hui, les gens qui viennent me voir me mettent souvent dans une posture de sachant. Tu vois, toi, tu sais, tu l'as fait. Ouais, et moi, je sais que tu sais rien. Mais moi, je sais rien. Ouais. Moi, je sais rien, mec. Les gens me disent, t'as créé un truc, t'as fait un exit. Mais moi, j'ai fait une boîte de service, j'ai pas fait une boîte de tech. Exact. Je sais pas ce que c'est de développer un produit. Moi, si tu veux savoir ce que c'est de développer un produit, tu vas voir un Salonki, tu vas voir Tout à fait. tu vois, un TadaWeb, ou tu vas voir des gens comme ça. Moi, en fait, la force que j'ai eue ou la capacité que j'ai eue, c'est de créer, de motiver des gens qui avaient un niveau de compétence élevé à rejoindre une boîte et à contribuer à son développement. C'est le seul truc que j'ai réussi à faire. Et d'accompagner des mecs qui sont pas nécessairement socialement à l'aise à se concentrer sur ce qu'ils savent faire et mettre la couche de management autour pour que ça soit pas à eux de gérer la susceptibilité client ou les choses comme ça et qu'on apprécie leur savoir-faire. C'est tout ce que je sais. Et après, tout le reste, j'ai fait des tonnes de conneries. Merci, on a quand même fait pas mal de temps. On a bien dépassé. Toi qui aimes bien les podcasts, là on est... J'aime pas les podcasts de 20 minutes. T'aimes pas les podcasts de 20 minutes. Une dernière question. Qui aimerais-tu voir à cette place dans un prochain podcast? Tu peux citer 2 personnes si tu veux. Non, mais alors, c'est marrant parce que tu vois, moi, je dis jamais non quand on me sollicite sur des trucs. Mais ce que je trouve qui est dommage, c'est qu'à la fin, tu vois toujours les mêmes têtes. Ouais. Donc tu peux te dire au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ouais. On l'a entendu. Donc l'enjeu, c'est d'aller chercher des gens qu'on n'entend pas. Oui. Tu vois, je prends Georges, par exemple. Je pense que ce serait un super... tu vois, je sais pas s'il est à l'aise avec l'exercice. On va le forcer. Mais ces gens ont une expérience de vie, une vision, un engagement, des choses comme ça. Je trouve que c'est ça qui doit motiver... Tu vois, moi, j'écoute pas les podcasts de Elon Musk. Tu vois, ça m'intéresse pas. Mais des gens silencieux qui ont créé des trucs, qui se battent tous les jours et que tu entends pas, je pense que c'est eux qu'il faut mettre en évidence parce que je pense qu'il y a plein de choses à apprendre de ces gens-là. Parfait. Donc, Georges de la Provençale, l'invitation est lancée. Je enverrai un SMS. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Christophe. T'as pas utilisé ton joker. Non, ouais. J'ai été trop gentil. J'ai été trop gentil. Non, mais c'est mon côté, social qui fait que je m'en fous. En fait. Merci beaucoup et à très vite. À bientôt. Merci.